Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, nous allons voyager un peu dans le temps. On va retourner à une époque où on était cool à l'école, quand on mangeait à la cantine, qu'il n'y avait pas de vache folle, ou presque. On va aller au cœur des années 90, lors de l'arrivée franche du manga en librairie. Époque en librairie, puisque le manga était aussi en kiosque à cette époque. Puisqu'en effet, à l'occasion de la réédition du manga Spriggan, on va en profiter pour en parler, mais aussi pour revenir sur une époque où un magazine sortait avec Spriggan en couverture. Un mag de prépublication nommé Kamea. Et c'était pas Spriggan en couverture, c'était Striker. C'était Striker en couverture, ça c'est vrai. On était donc en juillet 1994, une époque où la France entière détestait David Ginola, et une époque où vous faisiez quoi en juillet 94? Du coup c'était en vacances scolaires, j'imagine. Ah bah oui, il y a des chances. Mais j'étais vraiment tout petit quoi, donc je sais pas trop. Je devais être peut-être en peut-être en vacances en Bretagne, j'imagine, dans l'appartement de ma grand-mère. J'étais aussi en vacances en Bretagne. Ça se trouve, on s'est vu. Voilà. Côte d'Émeraude. Non, Morbihan. Ah voilà, moi c'était Côte d'Émeraude. Voilà, on s'est pas vu, c'est bon. Moi je me souviens d'un truc en 94, c'était la Coupe du Monde de football aux États-Unis. Je découvrais que j'aimais le football, j'étais préado. Et à ce moment-là, j'avais le droit de regarder quelques matchs le soir et de dormir dans le salon pour pouvoir avoir la télé, parce qu'on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas c'était le bon vieux temps. On n'avait même pas de télécommande pour la télévision. On n'avait même pas ces voix-là. Donc tu étais celui qui se levait pour aller changer les chaînes pour tes parents. Bien évidemment, comme tous les enfants de cette époque-là. Et donc j'avais le droit de dormir dans le salon pour regarder des matchs de la Coupe du Monde, et j'avais fait un dessin en reprenant un dessin de Olivier Tom, sauf que dedans j'avais mis des personnages de Bomberman et des noms de joueurs de foot qui avaient brillé à la Coupe du Monde, que j'avais bien aimé, et je l'avais envoyé à Joypad. Publié. Je crois, mais je suis pas sûr si c'est moi dans ma tête qui met qu'il l'a fantasmé, ou si c'est vraiment arrivé, je me souviens plus. Et toi, Cagnard? Mais en quoi ça te concerne en fait? Je comprends pas ces questions-là. Ça fait plusieurs fois que tu nous les poses. Tu faisais quoi? C'est un interrogatoire. Qu'est-ce que vous faisiez en juillet 94? J'ai aucune mémoire. Je mangeais un cordon bleu, j'imagine, tu vois. Non, je pense qu'à cette époque-là, c'était. En plus, c'est l'été, donc c'est sûr. Moi, j'étais dans le camping dans le sud, vers Valras plage. J'avais réussi à convaincre mes parents d'embarquer la petite télévision au camping avec nous. Et du coup, tous les matins, je regardais religieusement Fly. Le plus grand des héros, Fly. De Kamea à Spriggan, les temps changent dans la 5e de couvre. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les années 90 en France et les mangas à cette époque-là. Pour en parler aujourd'hui, Robin est là. Salut Robin. Salut. Cagnard est également avec nous. Salut Cagnard. Hommage. Donc vous à l'époque, vous étiez plutôt jeune et vous l'avez pas découvert tout de suite forcément. Cagnard, c'est plus en librairie que vous avez vu les mangas qu'on retrouvait dedans. Oui, je pense, parce que moi, franchement, à cette époque-là, je me souviens même pas si je lisais déjà du manga. Donc honnêtement, c'était plus tard que j'ai découvert les œuvres dont on va parler. Moi, je vais te dire, mon souvenir de Kamea, c'est simple, c'est un souvenir en noir et blanc, parce que à la fin des mangas, il y avait de la publicité pour Kamea. C'est le seul souvenir que j'ai. Avec les autres séries, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Que tu pouvais cocher pour dire c'est bon, je l'ai. C'est trop bien. Si vous nous découvrez seulement maintenant, merci d'être avec nous. La 5e de couvre, c'est un podcast manga hebdo d'1 heure. C'est plus de 250 émissions, toujours non exhaustives dans nos thématiques. On en aborde plein d'ailleurs, des thématiques. On fait des top 10, on fait des analyses, on fait des biographies aussi, puis plein de choses avec toujours un petit peu de second degré. Si vous aimez ce qu'on fait, merci de nous laisser un commentaire, une note, de partager l'émission autour de vous, et pas forcément sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'est pas énormément sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie. Merci à tous de partager et de votre fidélité. Kamea. Donc Kamea, c'est un magazine qui est né, je l'ai dit en tout début dans l'intro, en juillet 1994.
Il y a eu 32 numéros, ce qui est pas énorme, hein. 32 numéros, c'était bimestriel, mais ça a tenu quand même jusqu'en janvier 98. Et certains un peu plus jeunes peuvent s'en souvenir, puisqu'il y a eu 2 éditions de Kamea. Ouais, il compilait en double numéro en cartonné, je crois, c'était ça. Exactement, Ouais. t'avais la version tout pourrie. Et ensuite, t'avais la version avec les couvertures, comme la collection chez Glénat qui était à ce moment-là, celle qu'on connaît encore aujourd'hui et qu'on a au fond de nos bibliothèques. Oui, celle dans un qu'on appelle recoin. la collection Akira, qui était avec le format un peu comics cartonné de l'édition couleur d'Akira. C'était en librairie ou c'était en kiosque aussi Kiosque. C'était en kiosque pour c'était la uniquement version kiosque. pourrie. D'accord. Et l'autre. Et après, l'autre c'était. Après, rien n'empêchait certains libraires d'avoir Oui, bien aussi, d'avoir aussi certains de ces bouquins, sachant que à l'époque, il n'y avait pas de librairie manga. Ah non, moi j'en connaissais pas. Moi c'était Leclerc pour le coup. Il n'y avait la même librairie. pas tant que ça de librairie 100% BD à cette époque-là. Donc, un ovni pareil. Il fallait le chercher, donc tu le trouves en kiosque, tu le trouvais aussi de temps en temps. Il y a des magasins de jeux vidéo qui arrivaient à en acheter, à récupérer ce genre de choses aussi. Et c'était comme ça qu'on trouvait ces magazines. 30 balles. Tu sais que tu viens de me faire sombrer dans un abîme là. Parce qu'en fait, je me suis demandé, c'est vrai, moi quand j'étais petit, j'avais pas de librairie BD, à côté de même BD, hein, tout simplement, j'en avais pas. Donc j'achetais évidemment à Carrefour, à Auchan ou ailleurs. Du coup, je suis en train de me demander quand est-ce que j'ai mis les pieds dans une librairie BD pour la première fois de ma vie. Moi, je sais que c'était au lycée, je pense, le moment où en fait justement j'avais de l'argent de poche quoi et je pouvais aller acheter mes trucs moi-même et à l'époque moi j'ai déjà dit ici mais j'allais à Rambouillet, il y avait un libraire BD, t'avais un libraire il y avait BD. un libraire d'occasion. Putain, mais moi j'avais pas parce que je crois que c'est à la fac, tu vois, quand je suis monté à Paris en fait, que j'ai trouvé des librairies BD, genre librairie manga, ça fait paf dans ma tête. Ouais, hein. et c'est vrai que en fait sur l'historique en France, je pense que le kiosque, les maisons de la presse ont été quand même un vrai endroit où les gens se sont mis. Enfin, moi je me souviens très bien aussi de vacances genre au ski ou je sais pas où, tu vois, où j'allais dans un relais, une maison de la presse et il y avait les Dragon Ball en version kiosque et tout. Donc je pense que ça a joué un vrai rôle dans l'émergence du manga en France, quoi. Ouais, moi j'y allais dans la maison de la presse, de la marque, la maison de la presse, enfin de la chaîne, de la franchise, la maison de la presse pour trouver certains de ces magazines là. Et j'allais ensuite à la Fnac qui avait quand même déjà très vite saisi que ça pouvait être intéressant oui, par de contre, mettre les trucs du Club Dorothée. BD et manga, hein, moi, à la Fnac. Et en revanche, après, sinon, c'était les magasins de jeux vidéo. Et pareil que toi, moi, il a fallu que j'attende d'arriver à Paris pour découvrir des magasins qui font que ça. Qui font que ça, ouais, c'est clair. Alors que maintenant, c'est presque logique en fait d'avoir des magasins de bande dessinée et des SP manga. Et ça s'est même inversé, c'est-à-dire que maintenant en presse vous trouvez plus du tout de BD ou quelques magazines. Il reste des comics, des survivants, il reste les derniers irréductibles, le kiosque Marvel d'ici quoi, mais c'est un peu le dernier truc. Mais globalement ça s'est complètement transformé tout ça et ce sont plutôt des produits librairies quoi. Alors on trouvait quoi dans Kamea ? On trouvait Striker en couverture du tome 1. Mais alors, pour moi, elle était mythique cette couverture. C'est d'avoir ce personnage qui est exactement le même visuel que la couve du tome 1 de Striker, qui est ensuite qui est un paru. Un genou à terre, ou je sais plus comment c'est il ça, est. ouais. Sa pose. Mais surtout avec sa combinaison de combat et ses armes en auricalques et tout. Ça, c'était vraiment le truc moi que j'ai gardé en tête. C'était over stylé, hein, parce que moi je l'ai jamais lu à l'époque, mais c'est un visuel, tu sais, c'était quasiment un visuel rémanent chez moi, tu vois, je le voyais, je ne savais pas quelle était l'histoire, je ne connaissais même pas le nom le nom du manga, mais j'ai l'impression que c'était un peu le visuel que tu étais obligé de connaître parce que ça avait l'air trop cool, quoi. Et à l'époque, dans ce magazine, on trouvait d'autres mangas, on trouvait Crying Freeman, qu'on a aussi connu grâce au film. Oui. Par ailleurs, on avait du Rumiko Takahashi avec Mermaid Forest, on avait Pineapple Army ou Urasawa, il y a des trucs super, hein. N'empêche quand tu vois les auteurs qui étaient publiés, il y avait dans cette collection aussi autour de Kamea, il y avait donc Akira qui est dans une collection à part, il y avait Appleseed aussi à cette époque à cette époque-là, il y avait plein de trucs assez chouettes. Je crois qu'il y avait Sailor Moon aussi, non, des trucs comme ça aussi. Ah, Sailor Moon dans Kamea. Sailor Moon, je crois, ouais. Je crois que je l'ai vu dans la liste. Mais c'est marrant parce que si tu regardes rétroactivement, c'est un magazine de pré-pub au final qui a été lancé avec des putains de pointures dès le début
et ça s'est quand même cassé la gueule. Ouais. Est-ce que c'était pas un petit peu la destinée du format pré-pub en France? Est-ce que ça s'est vraiment cassé la gueule? Non, quand je dis cassé la Ça a gueule. juste peut-être pas si bien marché, je suis pas sûr qu'ils aient perdu de l'argent avec, quoi. C'est que ça servait à rien de doubler le truc, peut-être, vu que Glénat éditait les mangas aussi derrière. Ouais, après, je sais que Glénat, en fait, a eu pendant longtemps développé une vraie, justement, tradition de retrouver ce truc de prépublier la BD. Et avant de vendre les albums, ils avaient fait ça avec de la BD franco-belge. Ils avaient lancé le magazine Circus. Après, ils avaient lancé le magazine Vécu, qui était vraiment sur de la BD historique. Et donc quand ils ont lancé Kamea, je pense que c'était vraiment dans la même dynamique, quoi. C'est-à-dire qu'ils savaient faire ça, ils en avaient déjà édité. Okay. Mais je pense que la finalité, malgré tout, de Glénat, c'était de faire connaître les œuvres qu'ils allaient proposer plus tard. Donc je pense que la finalité, je suis pas sûr qu'en fait quand ils ont lancé Kamea, ils savaient déjà, enfin ils voulaient que ça dure très longtemps, tu vois. Je pense que c'était surtout un outil qu'ils ont lancé pour faire connaître le manga et en tout cas les œuvres qui... Et pour atterrir en kiosque aussi, quoi. peut-être Ouais, et puis aussi, effectivement, atterrir en kiosque. Ça, je pense que c'est parce que Jacques Glénat, quand on regarde des interviews de lui, on sait que c'est un vrai passionné de BD et que lui, en gros, dans son patrimoine de la BD, il y a toujours eu ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu la presse qui est la première vie de la BD qui donne ensuite naissance aux albums, et je pense qu'il a voulu prolonger ce truc. Alors il s'avère que c'est comme ça que ça marche au Japon, mais je suis même pas sûr que quand il l'a fait en France, il avait en vision le fait de faire comme les Japonais. Je pense qu'il voulait faire comme il faisait avant et comme ça se faisait en franco-belge. Et puis l'arrivée du manga en France à l'époque, il y a des interviews de Jacques Glénat qui sont assez incroyables, avec les questions du journaliste en face qui lui disent mais oh, qu'est-ce que vous nous sortez, quoi? Ouais, c'est hyper violent. et notamment pour Akira, ouais. Et il y avait toujours des jeux de mots. À chaque fois, chaque fois, il y avait des jeux de mots. Et même Glénat, à l'époque, avait fait alors non pas un jeu de mots, mais il s'était emparé des quelques mots de japonais que les Français pouvaient connaître pour le mettre dedans. Tu vois de quoi je parle. Oui, je suis retombé sur les éditos du magazine, quoi, et ils étaient signés par un certain Sushiman. Oh là là. Où ça démarre? Qui était devenu genre la mascotte, tu vois, du magazine, qui était vraiment l'entité à qui s'adressait au lecteur, tu vois, et donc c'était Sushiman qui signait les éditos. Est-ce que tu sais qui est Sushiman? Non, je pense qu'en fait c'était la rédaction, mais ils ont voulu l'incarner dans un espèce de personnage, tu vois, sachant qu'à l'époque les sushis étaient même pas arrivés en France, je pense. Et je pense qu'ils utilisaient vraiment tous les mots japonais de l'époque qu'on connaissait, donc tu sais, je sais pas, on en parlait avec Max en off et tout, mais tu sais, tu tombes sur des expressions genre accrochez-vous à vos kimonos. Vraiment, ils te sortent tous les mots possibles que les gens pouvaient potentiellement connaître, et ils signaient tous. Enfin, ça se finissait toujours par Banzai, tu vois. Enfin, ça, c'était vraiment un peu cliché, mais c'est un peu rigolo de relire ça maintenant. Mais c'est du coup, il y a eu une mascotte Sushiman qui a été créée par quelqu'un qui s'appelle Yacine El Gori, qui est devenu, qui était une pointure dans le monde de l'animation en France, et qui a fréquenté les plus grands dessinateurs et les plus grands animateurs, quelqu'un qui venait des Gobelins, etc. Donc on était sur quelqu'un qui avait déjà un tout petit peu de cette connaissance quand même. Et de toute façon, tu vois d'ailleurs, même quand tu regardes vraiment la ligne éditoriale du magazine, il y avait certes de la pré-pub de manga, et c'était le cœur du truc, mais c'était vraiment pensé comme un magazine pour les passionnés de culture japonaise. Il y avait des jeux vidéo, il y avait des rubriques sur le cinéma, avec ça chroniquait des films de Kitano, tu vois. Enfin, il y avait vraiment quand même un côté... On voulait prépublier du manga, mais on voulait aussi s'adresser aux gens qui sont intéressés par la culture japonaise au sens large, quoi. Comme les magazines de pré-pub japonais, où t'as des chroniques aussi par ailleurs. Alors ils ont pas la même vision que nous, mais je me souviens d'un numéro, moi, qui m'avait marqué, parce que j'avais adoré ce film. Il y avait Mask. The Mask, Jim Carrey. Il y avait Jim Carrey en couverture du magazine de pré-pub de manga. De Kamea. Ils avaient fait la couve avec The Mask. Ils voulaient vendre des exemplaires. Non, mais voilà, et c'était un des premiers. C'était un des premis numéros. Après, donc ils avaient ça tout de suite en tête. The Mask est tellement un film cartoon que et c'est un film de geek, de toute façon. The Mask, je conseille d'ailleurs à tous les auditeurs de le revoir, parce que c'est vraiment un excellent film. Et au final, ça m'étonne pas. C'était tout ce qui tournait autour de la culture geek, otaku, mais du coup aussi même pop culture à l'époque. Mais sauf qu'à l'époque, geek, otaku, non, ça n'existait pas. Même pop culture, pas d'expression, pas de définition à l'époque, mais j'imagine moi, ce que je trouve le plus extraordinaire là-dedans, et au final ça tient un petit peu aussi de la ligne édito de Glénat à l'époque, c'est qu'à aucun moment les mecs se sont dit on va faire du manga jeunesse.
À aucun moment ça leur a traversé l'esprit en disant on va faire que des trucs hyper adultes. Et je trouve que c'était hyper osé pour l'époque, sachant que le seul lien qui existait avec le manga, c'était beaucoup Dragon Ball, des mangas un peu jeunesse quoi. Et eux ils sont venus avec du Urasawa, du Appleseed. C'est marrant d'avoir voulu attaquer direct le public plus ado-adulte quoi. Ça on va en reparler après parce que Cagnard tu es parti direct sur la partie 3 de notre émission avant de faire la partie 2. Le futur, tu vois, on parle de passé, vous prenez votre temps là. Mais on va parler aussi de ce manga, de ce manga en couverture du tome 1 qui est enfin réédité en France, Spriggan. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce titre avec votre regard d'aujourd'hui en imaginant votre vous-même de 1994? Moi c'est vrai que je l'avais un peu pour rejoindre ce que disait Cagnard tout à l'heure, c'est que je l'ai découvert là avec la nouvelle édition parce que je l'avais pas lu à l'époque où il s'appelait Striker, mais malgré tout le visuel, effectivement ce personnage avec son armure et tout, je l'avais en tête quoi. C'est vraiment un titre que tu voyais passer dans les vieux trucs pu édités que tu pouvais déjà des fois trouver soit sur le net soit en bouquiniste ou quoi, tu vois. Enfin c'est vraiment un truc qui est il faisait partie de l'imagerie qui était présent quoi. Et qui était effectivement très dans cette imagerie très 90s en termes de graphisme et tout, et donc là c'était cool de pouvoir enfin le lire quoi, dans une nouvelle édition. En plus on sait que Panini quand ils font des perfects un peu de vieux titres comme ça type Eden et tout, ils font du beau boulot, donc du coup c'était chouette et c'est vrai que quand je l'ai lu je me suis dit franchement j'ai trouvé que graphiquement il y avait ce petit charme 90s mais en même temps c'est quand même globalement grave bien dessiné quoi. Et par contre j'ai vraiment lu en me disant mais c'est n'importe quoi cette histoire en fait. Genre, je comprends même pas de quoi ça parle en fait. C'est vraiment, je sais même pas si c'est de la SF, du fantastique. Moi je dis que c'est le croisement rêvé de Indiana Jones et Akira. Oui, mais c'est ça commence. Ouais, encore Akira. Tu sais, ça commence aussi comme le gamin. Avec les pouvoirs. Mais t'imagines vraiment que je sais pas, dans ma tête je me dis mais le gars qui a inventé ce manga, dans sa tête c'est un enfant qui dit on dirait que et puis en fait il se battrait avec une armure cybernétique et là en fait le mec en face il aurait le pouvoir d'invoquer des flammes et tout, et genre vraiment tu sais j'ai l'impression que le nouveau chapitre t'as un nouveau truc que tu te dis mais donc ça c'est possible dans cet univers en fait. C'est comme un film avec Schwarzy de cette époque là. Et en fait c'est ça, c'est qu'il faut se replonger dans les 90s et se dire en fait à l'époque la crédibilité de ce qui arrivait, on y attachait assez peu d'importance. Il fallait surtout que ce soit cool quoi. Et en fait de l'action. Et en vrai Spriggan malgré tout même si c'est n'importe quoi c'est cool quoi. Franchement j'ai vraiment retrouvé effectivement cet esprit de l'époque quoi. Et toi Cagnard, premier avis comme ça? Moi ça a désacralisé un truc parce que tu sais comme disait Robin c'était un visuel que j'avais de loin mais je ne savais absolument pas de quoi ça parlait et tout, et franchement j'ai pris un petit kiff à la première page, tu vois. Alors pour expliquer aux éditeurs, la première page c'est une page explicative de l'univers où on y découvre qu'il y a une tablette ancestrale et je suis là et franchement la première page j'étais là le délire trop bien, je suis dans un petit cocon des années 90 et allez page 2 ça y est c'est parti, c'est fini, j'ai rien compris. En plus la société qui emploie le héros, je lisais ça Arkham à chaque fois et j'étais là l'Arkham va taper encore. Et franchement c'était trop cool, j'ai passé un super moment de lecture. Le niveau de dessin au début je le trouve un petit peu plus faible, mais je mets ça sur le dos de l'auteur pour le coup, vu que c'est le début de sa série, parce que vraiment au début et à la fin je trouve que le dessin a déjà level up et après tout est cool, ça explose dans tous les sens, le héros il est trop stylé et arrivé à la moitié il y a un français, il y a des Russes, il y a des Américains, mais il y a un français monsieur. Et à un moment j'arrive à la moitié, je suis un petit peu à la moitié et il y a un des personnages qui demande au héros mais au fait comment t'es arrivé dans cette organisation, et je suis là oui moi aussi elle m'intéresse la question parce que en fait je sais absolument pas ce que tu fais, je sais même pas s'ils ont la tablette, s'ils cherchent la tablette, ils veulent récupérer, honnêtement j'ai rien compris, mais c'était cool. Surtout au bout d'un quart du truc, tu sais t'as la première mission je crois qu'il fait et après tu te rends compte qu'il est encore au lycée. Oui mais en fait du coup on t'a recruté, mais pourquoi le fait que tu sois lycéen ça a un sens parce que et genre vraiment je me dis effectivement maintenant quand tu lis ça avec du recul d'aujourd'hui tu dis oui voilà c'est on sait bien que le manga ils ont toujours travaillé ce truc d'identification du lecteur, donc c'est toujours bien que le héros soit au lycée parce que les jeunes lecteurs ils peuvent se projeter dedans. Là il se passe mais pas grand chose. Je pense que quand t'es lycée, français à l'époque et que tu lis ça et que t'as pas du tout ces codes là en tête, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais franchement ça m'a fait marrer et tu trouves ça trop cool. Et tu trouves ça cool, mais bien sûr.
Moi j'étais tellement heureux, c'est que je l'ai vraiment découvert, je pense à la sortie peut-être du tome 2, peut-être pas forcément du tome 1, puisque à l'époque on n'avait pas les plannings, on suivait pas, on allait dans la librairie, donc moi à la Fnac, et on prenait ce qu'on trouvait avec l'argent qu'on avait en plus. Et l'histoire de Spriggan, pour remettre un petit peu de contexte, ce garçon dont on parle, ce lycéen, c'est Yu Ominae, il a 16 ans, et il est complètement hors norme, il fait des missions de Spriggan avec une armure de renforcement qui le rend quasi invincible. Oui, ça. Tu l'as. Là tu l'as. C'est bon. Mais en fait, on découvre que ce monde est un peu surprenant et un peu exceptionnel, qui a des armes un peu stylées que possèdent plein de gens, et que d'autres ont des pouvoirs assez fantastiques. C'est bien, c'est suffisamment précis et vague, on dirait un programme politique, tu vois. C'est bien, je trouve là, franchement, tu t'en tires bien là. Dedans, il va y avoir des complots et des organisations secrètes, des artefacts magiques, des trucs. Des artefacts, et surtout la fin du monde. Puisque d'anciens habitants de la Terre étaient là bien avant nous, puisque l'histoire elle prend sa source plusieurs années auparavant avec la découverte d'une tablette antique, et dessus il y avait un message dont le but était d'avertir les humains du futur, enfin de notre présent. Et donc cette ancienne civilisation, elle vivait bien avant sur Terre, et elle était tellement évoluée technologiquement qui se sont tous trop frités et que ça a causé sa chute. Et c'est pour ça qu'elle a laissé ces mots sur une tablette antique: protéger notre héritage des forces du mal. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, les forces humaines, ça? Tu vois, tu sais, souvent on dit, je crois que c'est une phrase de Spielberg qui dit une grande histoire, normalement ça doit pouvoir se résumer en une phrase. Bah, tu vois, c'est impossible de le résumer en une phrase. T'es obligé d'expliquer le contexte. Là, tu vois, tu viens de me résumer la première page. Et honnêtement, oui, déjà, peut-être la première page, mais j'avais oublié. Non, alors du coup, grosse injonction quand même, protéger, allez-y, faites votre boulot. Donc il y a une organisation qui s'est engagée, la fameuse Arkham, qui essaye de lutter contre Cyril Hanouna, mais qui n'y arrive pas. À retrouver tous ces vestiges, parce qu'ils n'ont pas laissé qu'une tablette, ils ont laissé des trucs un peu à droite à gauche, parce que ils avaient envie, ou alors ils n'ont pas eu le temps, ils sont tous morts avant, on sait pas. Ça doit être le tome 2, ça me dit rien, moi. Et donc ils se sont engagés à rendre inaccessible tout un tas de vestiges de cette culture antique, vestiges qui donc peuvent donner des pouvoirs assez fantastiques. Et donc on se retrouve avec des scènes de baston assez incroyables, avec des personnages qui, je pense, même avec la tête coupée, continueraient à se battre. Oui, qui sont très badass. D'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu rentres avec un lore tout à fait fantastique, semi-religieux, on est sur les Aztèques et tout. Le héros, il a une combinaison robotique, rien à voir. Tu sais, c'est même pas un pouvoir qu'il a de cette civilisation. Et puis, comme dit Max, c'est qu'en fait, t'as des gens, ils ont des armures, des équipements type le héros, et t'en as, ils ont des pouvoirs magiques, et vraiment, tu sais pas d'où ça sort, genre vraiment. Les autres, ils ont des mains robotiques. Et voilà, et à un moment donné, il y a et vraiment tout ça cohabite, mais ça fonctionne, je dirais pas jusque là, mais en tout cas tu finalement au bout d'un moment tu t'en fous de savoir d'où vient le pouvoir. Enfin tu vois, on n'est pas du tout dans ce truc des mangas d'aujourd'hui où il faut toujours expliquer d'où naissent les pouvoirs des gens, pourquoi tel personnage aurait eu ce type de pouvoir et tout. Là en fait c'est un fait, le personnage il arrive et son habilité c'est ça. Alors soit c'est une arme qui lui permet de faire ça, soit c'est un pouvoir, mais en gros ce qui compte c'est qu'à un moment donné il va se battre et ça va être cool. Et il va très vite se battre. Et se battre avec un Français. Monsieur. Et un enfant qui a des pouvoirs psychiques comme dans Akira. Et il y a un côté archéologie puisqu'il doit retrouver l'Arche de Noé. Donc Indiana Jones, Akira, on a le croisement ultime. Non mais t'inventes là. Non, c'est la suite. D'accord. Mais non, attends, c'est pas mais ça. C'est marrant parce que tu vois, si tu dois penser à un titre aujourd'hui qui mêle à ce point le surnaturel et la SF, ce serait Dan Dadan. Est-ce qu'on pourrait dire que Dan Dadan est un genre d'héritier de Dan Dadan, c'est le bordel, mine de rien. Et Dan Dadan, c'est le bordel aussi. Une combinaison de dinosaures. Et tout se mélange aussi, tu vois. Mais bon, sauf que dans Dan Dadan, quand même, le lore est un petit peu. Alors, c'est te dire à quel point Spriggan c'est n'importe quoi. C'est que je dirais que le lore de Dan Dadan est plus clair que celui de Spriggan, quoi. Mais en fait, il se clarifie au fur et à mesure. Oui, c'est ce que je me suis dit. Après, oui, je pense que c'est ça aussi, c'est que là on juge un tome 1 et ça a resté un truc pensé comme un feuilleton et tout. Et d'ailleurs, ça se voit, les premiers arcs qui sont assez courts et tout. Puis dès la fin du tome 1, enfin en tout cas du tome 1 de la nouvelle édition, un peu plus longue. Tu commences à avoir un arc un peu plus long avec un antagoniste qui va revenir et tout. Enfin bref, forcément ça va prendre aussi du. Mais t'es très fun, très
très réjouissant comme lecture, assez débridée et vraiment cet esprit un peu de 90s de vas-y, a priori il y a un film qui existe aux États-Unis qui s'appelle Terminator, le mec il est en métal, bah vas-y on va le mettre dans le manga, tu vois, on mélange un petit peu tout. J'ai même vu un petit peu du Jojo, tu vois, avec ses masques et la culture. Pour moi le français c'est le Polnareff de ce manga. Il y a un petit truc comme ça quand même, mais vraiment très réjouissante comme lecture. Mais je pense que c'est vraiment, on pourrait définir ça c'est un actionneur manga, tu vois, c'est vraiment c'est le meilleur moyen de le résumer, quoi. Et alors qui sont les auteurs de Spriggan? Au scénario on avait Hiroshi Takashige qui a ensuite écrit Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais. Et qui, pour le coup, possède un petit peu ce mélange technologique, fantastique. Non, mais oui, ok, d'accord. Avec du super-héros à l'américaine aussi, parce que on n'a pas vu autant de. Enfin, surtout de cette époque-là, autant de mangas qui avaient ce côté à l'américaine. Actionneur, que Jusqu'à ce que la mort nous sépare, qui avait vraiment un côté Daredevil. Moi, j'adorais cette série. J'adore encore cette série. Je les ai toujours. Et alors, le dessinateur, c'est Ryoji Minagawa, qui a fait aussi Arms, le manga référence pour l'auteur de l'Attaque des Titans, qui a aussi fait Peacemaker, et aujourd'hui qui fait Kaio Dante, qui est dans l'aventure assez what the fuck, un peu dans cet esprit de Spriggan. Ouais, et c'est fou parce que son graphisme il a quand même vachement évolué, quoi. Si tu regardes, je pense à mon avis c'est que Kaio Dante il a dû passer en numérique, je pense, un truc comme ça, et c'est marrant de voir à quel point sur une carrière longue comme ça tu vois l'évolution du dessin aussi, un graphisme qui va accompagner aussi une époque, tu vois. Clairement, Spriggan, ça s'inscrivait aussi dans des codes graphiques de l'époque, quoi. Bien sûr, mais tu vois la même chose avec un auteur qui était présent dans Kamea, qui est le dessinateur de Sanctuary, Ikegami. Quand tu vois ce qu'il fait aujourd'hui, ça a vachement évolué avec le numérique également. Ouais, mais c'est moins... Je sais pas, je trouve ça moins frappant avec Ikegami. Je trouve qu'on reconnaît quand même, je sais pas, sa manière de dessiner les personnages. Ça a toujours été un auteur très, je dirais, ultra réaliste, tu vois, ou dans le réalisme vraiment très... tu veux dire qu'il a gardé son trait, mais lui c'est plus peut-être le côté numérique vraiment, il a changé de matériel. Ouais, c'est ça. Alors que je trouve qu'avec avec le dessinateur de Spriggan, il y a vraiment même une modification de style, tu vois. Mais... Ouais, c'est les générations, c'est le temps aussi qui fait ça, et les tantos, les éditeurs aussi qui poussent aussi les dessinateurs à travailler autrement, à travailler différemment, parce que quand tu vois comment un dessinateur est capable de reprendre le trait d'un autre. Ouais, non mais c'est vrai. Moi, alors moi qui ne suis pas dessinateur, ça me scotche toujours autant de voir ces gens capables de dessiner comme une autre personne qui a un trait très particulier, mais je sais pas comment ils font. Que quelqu'un m'explique comment le cerveau fonctionne pour réussir à faire ça. Non, puis au final, c'est la preuve d'un auteur qui est dans son temps, parce que sur Spriggan, déjà, je trouve qu'il a exactement le graphisme des autres titres de l'époque, tu vois. Et alors que il a continué à faire évoluer son trait, on va dire, il est plus dans les codes, les carcans actuels, parce que s'il dessinait encore du Spriggan à l'heure actuelle, je suis moins sûr que ça fonctionnerait. Bien sûr. Spriggan, donc le tome 1 est disponible à nouveau en France sous le nom, donc sur son nom original, Spriggan. Petite douille en revanche, 17 balles quand même. Après, il y a à lire. Il y a à lire. C'est le même prix que les autres Perfect un peu, non? Ouais, mais c'est vrai que quand tu sors du magasin, tu vois, 17 balles. 300 pages. C'est ça, il y a quand même beaucoup de pages. 384 pages en noir et blanc, plus quelques pages couleur. J'ai lu que 300 pages du coup. Je sais pas, c'est ce qui est écrit sur la fiche. Peut-être que la fiche pas... Non, je me suis arrêté à la page 300, c'est tout. Oui, c'est vrai. T'adores faire ça, il paraît. Ça, c'est un truc que t'as. Donc revenons à ce que tu disais tout à l'heure, Cagnard, avant ce petit détour par Spriggan. On était à une époque SF, seinen. Il y avait les mangas issus du Club Dorothée d'un côté et les vrais mangas de l'autre. T'avais un peu cette impression-là? Ouais, moi je pense que c'est un peu lié au fait que évidemment le manga était émergent en France, donc même auprès des éditeurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une culture du manga très forte chez les éditeurs de BD qui importaient ces œuvres-là. Donc je pense que forcément eux-mêmes faisaient jouer un peu leur goût et leur esthétique. Et tu vois, Jacques Lénas, pareil, si tu prends des vieilles interviews de lui, tu vois souvent passer que en fait Akira, qui est le premier manga qu'il a ramené, il l'a ramené aussi parce que graphiquement ça lui parlait, tu vois. Et forcément parce que aussi Otomo était inspiré par Moebius. Enfin, tu vois, il y a tout un...
un cheminement d'influence qui se comprend. Mais du coup, je pense que le seinen et a fortiori ce type de seinen très actionneur, très SF et tout, je pense que ça pouvait parler à des éditeurs de BD qui avaient été un peu élevés à du métal hurlant, à des trucs où c'était du dessin réaliste un peu sérieux et même un type de découpage qui n'était pas encore trop manga, pour prendre des gros guillemets, tu vois, ça restait un découpage assez lisible pour quelqu'un qui n'a pas encore vraiment, qui a une grosse culture BD franco-belge ou comics, parce que Glénat faisait aussi du comics à l'époque. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, je pense que tous ces titres-là étaient souvent publiés dans ce format un peu comics qui était celui de l'édition Couleur d'Akira. Donc je pense que c'est vraiment une question de goût personnel et d'affect quoi, vis-à-vis du rendu graphique et de la narration. Et après, pourquoi c'était du Club d'eau à côté ? Bah là, pour le coup, c'était plus la partie opportuniste de l'éditeur. Clairement. Je pense qu'il se dit là, il y a un dessin animé qui cartonne, les gamins, ils regardent tout ça, donc il y a peut-être un billet à faire en le faisant en manga. Puis il y a J'ai lu qui est arrivé derrière avec Hokuto no Ken, avec Fly, dis-le. Et etc. J'ai retrouvé la citation, enfin le titre du journal de France 3 Lyon en mai 90, au moment de l'arrivée d'Akira. Ils avaient titré Akira, c'est nippon, mais c'est très bon. Ça veut rien dire du coup. C'est un titre, Cagnard. Oui, de France 3. Mais c'est un titre. Lyon, Akira, c'est nippon. Un titre est censé vouloir dire quelque chose. Bon. Je sais pas si vous connaissez le compte Miskin TV sur Instagram, parce qu'il recense des vieux bandeaux titres de JT des années 90. Non, je connais donc pas. ça pourrait y être. Je pense qu'il pourrait le retrouver. Et à un moment donné, t'as le journaliste de France 3 Région qui dit à Jacques Glénat, bon, c'est quand même violent, Akira, et il répond, oui, on y mélange la violence d'aujourd'hui et probablement celle de demain. Les motos, les courses-poursuites, tout ça, c'est violent et excité, mais je crois qu'on y prend beaucoup de plaisir à la lecture. Visionnaire. En fait, il a raison. La catharsis, voilà, il l'avait. Jacques Glénat avait prédit les road rage de moto. Qui n'ont peut-être plus forcément eu lieu. Oh, si, je pense. Si, il y en a encore aujourd'hui. Oui. Il y a encore des ouais, non, je sais pas. Il y en a pas près de chez moi, en tout cas, il y en a pas. Je sais pas où vous. Toi, tu vis dans la rue, donc c'est vrai que je les vois passer. Tu les vois passer, exactement. Il y avait Akira, et puis il y avait Appleseed à l'époque. Enfin, déjà, il y a eu quelques extraits, enfin quelques chapitres dans Kamea. Et puis il y avait Appleseed de Masamune Shirow, un manga culte de SF, une référence de SF pour une grande partie du monde. Il y a pas mal de réalisateurs américains qui sont intéressés à la culture asiatique et au manga, qui mettent Appleseed assez vite dans leurs rêves, dans ce qu'ils aiment et dans ce qui les a influencés, ce qui les a inspirés pour faire leur film d'action aujourd'hui. Plutôt OAV peut-être, film d'animation et tout, parce que je sais qu'ils s'étaient vachement bien exportés les OAV d'Appleseed. Ouais, il y a toujours le doute. C'est comme quand Cameron et Rodriguez ont fait Gun. Ils reprenaient des séquences de l'animé dedans. Tu fais, c'est dommage, c'était mieux dans le manga, mais peu importe. C'est pas grave. Appleseed avait une dimension aussi écologique super importante, je trouve, à l'époque, qu'on n'avait pas dans les œuvres, dans les autres œuvres, par peut-être dans Moebius, et encore pas tant que ça, quoi. Ouais, écolo et je dirais aussi une réflexion, tu sais, sur la guerre, la surmilitarisation et tout. Un truc qu'il y avait aussi dans Eden, pour le coup. Tu sais, un truc, c'était vraiment des mangas, et quand j'ai relu Appleseed, ça m'a frappé. Et je suis impressionné du niveau de technicité, à quel point tu sens que les auteurs ils se sont renseignés sur comment ça fonctionne, les militaires, les opérations militaires. Enfin, il y a un truc très, tu sais, c'est du manga guérilla, quoi. Il y a tout le temps c'est très très pointu sur ces questions-là, mais toujours aussi dans une optique en général de questionner ça, tu vois, de justement, tu vois, Eden c'est très très critique envers les États-Unis. Appleseed, bon, c'est jamais cité nommément, mais tu vois, il y a quand même une grosse critique sur les sociétés privées qui gèrent l'armée, les forces, enfin, tu vois, tout ce qui est forces armées et tout. La police aussi, tu vois, enfin, il y a vraiment tout un truc, un vrai sujet social, quoi. Et donc peut-être c'est ça aussi qui intéressait les éditeurs BD de l'époque, c'est que voilà, si t'as grandi en te nourrissant d'œuvres de SF qui avaient un propos social, là pour le coup c'est des mangas qui ont ce propos-là aussi, quoi. Donc ouais, et puis dans un sens c'était accessible pour un lecteur de science-fiction ou un lecteur éclairé, et il n'y avait pas forcément besoin des codes du manga que tu as peut-être
plus besoin pour aimer Noritaka par exemple. Ouais, bien sûr. Et puis je pense qu'en fait, juste si t'aimes la BD, tu peux, enfin, forcément Appleseed, t'as envie de le lire, c'est tellement beau, quoi. Enfin, honnêtement, graphiquement, l'ancrage de Shiro, c'est incroyable, quoi. Vraiment, quand je le regarde, à chaque fois, je me dis, mais c'est le niveau de. Alors, à la fois, c'est très dans une époque, ouais, effectivement, mais il y a un niveau d'ancrage, de détail et de lisibilité de tout, alors que c'est super détaillé. Il y a des designs de partout, de robots, de structures, de machin et tout, et tout est, je sais pas. Tout est dynamique, quoi. Enfin, tu sais, c'est censé être des structures très monolithiques, très âpres, quoi, parce que c'est de la SF, machin, mais il arrive à faire vibrer tout ça. Enfin, je sais pas, il y a un truc, moi, dans son ancrage que je trouve assez impressionnant. Donc, je pense que si t'es un peu avisé graphiquement aussi, ça te parle, quoi. Il y a un autre truc aussi qui fait qu'on était dans une époque so SF, so seinen, c'est que le premier, ça a donc été Akira, manga seinen de science-fiction, et donc forcément il y a un côté il y a un aspect commercial derrière ça où tu te dis que tu as réussi à vendre comme il faut Akira, donc tu vas ne pas trop t'en éloigner, tenter un simili tenter d'assimiler Akira en se disant ok, j'ai créé un truc, j'ai une collection, quoi. Je pense pas que l'idée n'était pas je vais importer le manga et faire ce que le manga est aujourd'hui, ce qu'il est. Je crois que non, c'était vraiment l'idée, je vais faire une collection de titres qui ressemblent à Akira, quoi. Ouais, et puis je pense qu'en plus, le manga étant émergent en France, évidemment, les éditeurs japonais étaient moins regardants sur la manière dont les Français s'appropriaient leur catalogue et le développaient dans leur propre marché. Tu vois, aujourd'hui, les éditeurs français sont quand même un peu à la botte des éditeurs japonais. Il y a un rapport de force qui s'est complètement inversé, et les éditeurs français, ils peuvent pas quasiment plus rien faire d'eux-mêmes, tu vois, ou alors c'est très très compliqué, ça demande des validations complexes. Là, je pense que c'était en mode déjà, à mon avis, ils achetaient pas ça très cher, et en plus les Français, et en plus ils pouvaient se permettre de créer une ligne édito eux-mêmes, quoi. Et c'est ce qu'a fait Glénat, effectivement, avec cette collection Akira. Je crois qu'elle a jamais vraiment porté officiellement ce nom, mais que tout le monde appelait comme ça parce qu'il y avait c'était le format un peu comics cartonné, et tous ces titres-là un peu seinen SF, ils allaient dans le même format, comme tu dis, pour se dire, bah voilà, on joue sur le succès. Enfin, c'est toujours comme ça que ça marche, une collection, c'est que t'as un titre un peu locomotive, et puis bah, les autres titres derrière, ils profitent de ça, quoi. Mais ça fait comme les autres titres derrière, c'est Appleseed de Masamune Shirow, c'est Ghost in the Shell, t'as rapporté un Orion aussi, je vois, t'es venu avec toute la collecte Masamune Shirow, auteur qui n'a plus du tout envie de parler de ses anciennes œuvres. C'est dommage, hein, c'est triste. Bah ouais, parce que du coup, ils deviennent difficilement trouvables. Glénat peut plus tellement les exploiter, puisque sans l'accord écrit de l'auteur, bah tu peux pas. Donc ouais, ça c'est un peu. Je cherche le tome 4 d'Appleseed, je sais jamais. Tu fais un appel. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est embêtant, c'est quand tu déménages, au bout d'un moment, t'arrives à perdre ces vieux bouquins, ou alors à les ranger tellement trop bien que tu ne sais plus du tout, que tu penses que tu ne les as plus. C'est ça qui est dommage. On a eu Gun, mais évidemment, il y avait de la créa française. Oui. De science-fiction avec Jean-David Morvan aux manettes. Nomade, ouais. C'était déjà à l'époque, ils se sont dit ok, bah on va faire tout comme. Bah ouais, et puis encore une fois, un truc de SF, quoi. Enfin, un truc qui pourrait être du seinen SF si tu devais le labelliser en termes manga, même si c'était des auteurs de BD, c'était en couleur, je crois d'ailleurs aussi. Et même format, quoi, format de la collection Akira, c'était prépublié dans Kamea. Enfin, là pour le coup, tu vois, tu te dis, c'est fou. En fait, je sais pas, tu sais, aujourd'hui, on en a parlé ici, il y a le renouveau un peu de la BD hybride, tu sais, qui mélange manga, BD, fait par des auteurs franco-belges et tout, ou européens. Et en fait, ils faisaient déjà ça il y a 30 ans, quoi. C'est-à-dire que tout est une histoire de cycle qui se répète, quoi. Et sauf qu'à l'époque, bah, c'était peut-être trop tôt, j'en sais rien, mais c'est marrant. Ouais. Je sais pas si c'était trop tôt, parce que moi, je me souviens que j'avais été tellement motivé à la sortie de Nomade, en me disant, ouais, il y a des Français qui font pareil. Ouais. C'est génial. Il y avait une Nomade. Tu pars de ce principe-là. Et ça s'inscrivait dans une logique en fait parfaite. T'avais le magazine de pré-pub, la collection qu'on appelle la collection Akira, et donc tu inscris ça à une œuvre de création dedans. Tout est super logique commercialement, éditorialement parlant. C'était ce qu'il fallait faire. C'est quoi. Ça. Et puis les frontières étaient plus poreuses. Tu vois, à l'époque, comme il n'y avait pas de vrai marché manga, il n'y avait pas non plus de communauté manga. Tu vois, c'était des gens qui avaient envie de lire des histoires
tu vois, dans un registre qui leur plaisait. Donc il y avait effectivement Nomade, il y avait les mangas. Je crois qu'il y avait même du comics, tu vois, à l'époque. Dirty Pair. Glénat, ouais, voilà, il faisait du comics qui était prépublié dans Kamea. Et enfin, voilà, c'est marrant de se dire. Tout ça avait quand même une homogénéité de je sais pas comment dire, de vibe, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un truc assez qui pouvait plaire aux mêmes personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une époque où c'est vrai que tout est beaucoup plus compartimenté. Donc c'est plus compliqué, quoi. Mais oui, parce qu'aux fans de SF, on offrait autre chose à l'époque dans Kamea. On leur offrait la pègre japonaise. On leur offrait Sanctuary et Crying Freeman, qui dénotaient malgré tout dans ce catalogue, mais pourtant qui était là logiquement, je trouve. Ouais, bah, mine de rien, on est encore sur du lectorat adulte, enfin on va dire ado adulte. Je trouve que c'est intéressant pour de la SF, parce que on peut évidemment penser aux humanoïdes associés et la casse des métabarons à l'époque et tout ça, ça marchait déjà de toute façon, Métal Hurlant comme tu le disais. Donc aller récupérer de ce lectorat, ça me paraît simple et logique. Aller récupérer du lectorat sur du seinen mafieux, ça me paraît beaucoup plus ambitieux, je trouve. Mais en même temps, je pense que dans le cas de ces deux séries, on est plus à parler du niveau graphique de l'auteur, en fait, plus que la thématique des bouquins. Et là, c'est un auteur qui met tellement tout le monde d'accord. Je pense que c'est ça qui a facilité un petit peu. Alors le film Crying Freeman est sorti quelques années après. Moi d'ailleurs, j'ai entendu parler de Crying Freeman à cause du film la première fois. Mais dans Kamea, je crois que la couverture était une image du film et non une image du manga en couverture du manga. Quand même. Mais c'est vraiment pour le coup une super série. Alors il y a une ambiance un peu crypto-gay qui est assez marrante, je trouve. On aime bien représenter les personnages torse nu, viril. C'est vraiment une certaine définition de la virilité qui était, j'imagine, qui était logique à cette époque-là. Tu vois, un yakuza doit être grand, musclé et ne doit surtout montrer aucune impression. Mais du coup, moi j'ai l'impression que c'est exactement la définition d'un masculiniste à l'heure actuelle. Tu vois, c'est assez rigolo, je trouve, de voir les changements comme ça, on va dire, de paradigme, de symboles vraiment, et aller trouver du récit mafieux. Ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment une originalité complète du marché de la BD à l'époque, parce que même si maintenant on connaît des BD franco-belges qui parlent de la mafia, qui parlent même de la mafia française, de la mafia italienne, mais à l'époque aller chercher la mafia japonaise, et en même temps quand tu regardes ça tu dis arrivée du cinéma japonais en France aussi, et qu'est-ce qu'on monte du Kitano, on monte et c'est aussi du film de mafieux, du film de yakuza, donc il y a quand même une logique de on va aller récupérer des trucs qui fonctionnent bien dans d'autres domaines, que ça soit cinéma ou franco-belge 9e art, et on les apporte en manga, quoi. Je pense qu'il y a une personnalité aussi qui... alors là, c'est une théorie que j'ai, mais je pense que c'est Christophe Gans aussi, tout simplement, qui est le réalisateur du film Crying Freeman. On a déjà dit ici que c'était un énorme fan de manga. Et en fait, j'étais retombé sur un vieil ours du numéro 1 de Kamea. Et Christophe Gans, il est dans les remerciements, tu vois. Donc si ça se trouve... Il a gravité autour de la rédaction de ce truc, il était peut-être proche de certains mecs de la rédaction de Kamea, c'est peut-être lui qui leur a parlé de Crying Freeman. Enfin, tu vois, genre, ça se trouve, il y a une espèce d'alignement de planète qui s'est fait comme ça aussi. Mais ça serait marrant, une sorte d'émulation comme ça à l'époque de tous les geeks qui s'appelaient pas des geeks, tu vois, à l'époque. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y en a pas mal de ceux qu'on peut essayer de retrouver, qui ont bossé dessus, qui ont pu forcément envie d'en parler ou qui n'ont jamais eu envie spécialement d'en parler, parce que c'était le boulot pour eux. C'est pas forcément. Nous, on le regarde maintenant avec nos yeux d'ados qui découvraient ça, qui sont tombés amoureux du manga aussi grâce à ça. Mais ils le faisaient pas forcément dans cette optique. Non, en plus. En fait, je pense qu'ils se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de faire l'histoire. Tu vois, genre en vrai, à ce moment-là, comme tu dis, ils étaient au taf. Ils publiaient des trucs qu'ils aimaient bien. Ils développaient une ligne édito sur des trucs qui leur semblaient logiques et tout. Mais je pense qu'en vrai, tu les questionnerais maintenant, tu dirais mais alors vous avez voulu faire quoi quand vous avez publié tel truc? Je pense qu'ils diront mais je sais pas en fait. Peut-être qu'ils se souviennent même pas. Tu vois, ça se trouve ils s'en souviennent pas. Tellement. Et c'est vrai que comme c'est une histoire qui commence à être ancienne, c'est il y a 30 ans, ça a duré assez peu de temps. C'est ça. C'est compliqué d'avoir des intervenants peut-être qui auraient un souvenir vraiment vivace de cette époque. Non, mais un docu serait hyper intéressant. Un docu sur toutes ces personnes, justement, pour voir qui gravitait là-dedans et compagnie. Il ça faut les serait hyper retrouver. intéressant. Il faut les retrouver. Tu commences avec Jacques Glénat, ami youtubeur là, qui fait des super documentaires de 2 heures sur des sujets que tout le monde a oubliés. Allez-y. Ah bon. Tu parlais de cinéma japonais et donc de pègre aussi avec Crying Freeman,
avec Sanctuary qui était dans Kamea, mais en revanche ils se sont pas attaqués aux films de sabre et donc aux mangas de sabre. C'est vrai. Au début des années 90, alors que c'était dans les mangas de sabre les premiers à être apparus en France. Ce qui était logique. Ah ouais, bien sûr. Non, mais t'as complètement raison. Ils sont passés à côté. Ils ont pas tenté le manga de samouraï. C'est peut-être un truc d'époque aussi où. En même temps, tu me diras, Craig Freeman, il y a cet aspect samouraï. Ouais, mais tu vois, c'est du. plus moderne. Les mangas de sabre, ça vient beaucoup du Gekiga et c'est vrai que c'était pas trop. Enfin, peut-être que j'imagine même les éditeurs japonais mettaient pas spécialement ça en avant parce que c'était quand ils proposaient des trucs aux Français parce que c'était des vieux trucs, tu vois, donc je sais pas. Et au milieu, Rumiko Takahashi aussi qui était là avec ses œuvres un petit peu plus adultes, non pas forcément plus adultes, mais moins légères que pouvait l'être Ranma, parce que à cette époque-là, on est passé quand même du Full Club Do. Donc Full Club Do, c'est Sailor Moon, c'est Dragon Ball et ainsi et Olivier Tom. Fly. Ces grosses séries seinen en magasin, en kiosque. Alors il y avait quand même les mangas de Sailor Moon, de Dragon Ball et de Ranma en kiosque. Tout chez Glénat d'ailleurs aussi. Ils ont tout ramassé d'un coup. Du Tezuka aussi un peu, non, je crois. Ouais, il y avait quelques petits trucs comme ça. Et aujourd'hui, on est au tout shonen de baston. Tu vois, même le tout shonen de l'époque, même le shonen de l'époque, Ranma, Sailor Moon, on n'est pas vraiment sur de la baston. Aujourd'hui, si tu regardes les leaders du marché, que sont One Piece, My Hero, Naruto et consorts, bah c'est du tout baston. C'est marrant de voir comment en 30 ans, parce que c'était il y a 30 ans, 1994, c'était il y a 30 ans, c'est marrant de voir comment on a évolué et comment on est passé de cet éclectisme et de mangas assez recherchés qui étaient des mangas qui marchaient bien à du tout baston, toute action. Oula, t'es pas en train de nous faire un petit c'était mieux avant Alors attends, déjà Cagnard, la vie c'était mieux avant, mais peu importe le avant. Cette émission était mieux avant, je peux vous le dire. Et peu importe l'âge qu'on a, de toute façon toute la vie est toujours mieux avant, sauf quand tu passes de l'école à ton premier emploi. Où là, t'as de l'argent. Direct. Et quand à partir où t'as de l'argent, tu fais c'est mieux maintenant. Et ensuite, tu fais non, c'était mieux avant. Je pense que il y a quand même une période charnière. C'est le début des années 2000, quoi. Les gros shonen, les Naruto, Hunter, One Piece, qui sont arrivés fin 90, début 2000, c'est ça qui a complètement retourné le game, quoi, je pense. Et en même temps, on a été abreuvé à ça. C'est-à-dire que pour moi, on a eu moins de récits type Appleseed et compagnie, même si ça existait quand même, il y en avait quand même. Mais on est effectivement très vite passé au tout baston, et même qui arrive après. Enfin, tu vois, Saint Seiya, c'est tout baston, c'est tournoi absolu. Et puis l'époque Kamea, collection Akira, tout ça, finalement, t'avais Akira qui s'en sortait bien en termes de vente, t'avais Dragon Ball parce que Club Dorothée, et le reste ça marchait pas trop, tu vois. Enfin, c'est ça aussi le nombre de séries dont on parle dont Glénat a fait que le tome 1 ou le tome 2 et après ils ont arrêté, il y en a plein, tu vois. Je pense que à peu près toutes donc je crois que la plupart de celles qui étaient dans Kamea, Appleseed ils ont tous fait. Appleseed ils ont tous fait, mais je crois que la plupart des séries qui étaient dans Kamea, ils sont pas allés au bout, ils ont arrêté la publication avant. C'est pour ça qu'on les retrouve aujourd'hui toutes en réédition. Ouais, c'est clair. Ailleurs souvent, et les Tezuka aussi d'ailleurs. Et non, mais voilà, je pense que c'est ça, à mon avis, la grosse période charnière, c'est fin 90, début 2000, le nouveau shonen, quoi, qui a complètement tout défoncé, quoi. Vous imaginez si on est dans un univers parallèle, là, et en fait, ces seinen, ce serait bien mieux vendu que Dragon Ball, et ça serait les blockbusters d'aujourd'hui. Vous imaginez le moment de bascule? Bah écoute, je vais faire une comparaison très bête, mais quand je vois l'attaque des Titans, j'y vois un peu d'Appleseed aussi, sur un truc démilitarisant où il y a énormément d'action et énormément de bastons. Je pense que chaque période a son manga un petit peu charnière, et du coup moi ça me paraît pas si impossible que ça de me dire et si Appleseed avait fonctionné, mais je pense qu'on en serait exactement au même point. Appleseed a fonctionné. Oui, c'est si tous ces mangas étaient devenus vraiment tous les blockbusters regarde, d'aujourd'hui. Akira, Gun, Appleseed,
Enfin, je trouve que la réalité, elle est pas si loin. Ouais, mais si on est loin de One Piece et Naruto, tu vois. Au lieu de dire les pépés One Piece sur les réseaux sociaux, là, on vous aime pas, ça serait. Les pépés Gun, là. D'accord. Imagine juste si le monde avait changé, tu vois, un univers parallèle où maintenant les gens seraient fans de Gun face aux fans d'Akira, tu vois, où ils s'opposeraient et ils feraient des bastons dans des péages d'autoroute. Mais je pense que malgré tout, la BD, ça reste quand même un marché qui est drivé par la jeunesse, tu vois. C'est quand même le public jeune, les cours de récré. Enfin, tu vois, les plus grosses ventes de BD, c'est de la BD qu'on appelle soit tout public, soit jeunesse, tu vois. Et en vrai, ces titres-là dont on parle depuis tout à l'heure, là, ça s'adresse pas du tout à la jeunesse, tu vois. Ils y comprennent rien. Je pense à un gamin, tu lui files Apple Seed dans les mains. Alors moi, c'était drôle parce que du coup, je les ai relus pour l'émission et je prenais le métro. Et par contre, tu voyais, à un moment donné, j'ai lu le tome, je crois que c'était le tome 2 d'Apple Seed, et il y avait des gamins à côté de moi et ils ont phasé sur la couve les dessins. Je pense que ça les fascine parce qu'il y a un truc de design, c'est des robots trop cool, tu vois. Et vraiment, ils regardaient les dessins, je les voyais, je pense qu'ils captaient rien. Mais donc, bon. Alors, tout ça pour dire que globalement, à mon avis, ces titres-là, ils sont trop compliqués pour s'adresser à un public jeune. Et comme c'est la jeunesse malgré tout qui drive en général un marché en bande dessinée, bah. Je suis pas 100% d'accord. Alors ça dépend de ce qu'on appelle jeune, mais j'ai l'impression que j'ai lu certains mangas comme Gun ou Apple Seed bien trop jeune. Ah oui, moi aussi. Que je ne comprenais pas tout ce qui se passait dedans, mais que je trouvais ça génial quand même. Ouais, mais c'était pas une publication qui était destinée à toi. C'est-à-dire que toi, c'est un peu un accident entre guillemets que ça te soit tombé dans les mains. Tu vois, genre Dragon Ball. Bon, c'est un peu un accident, mais je veux dire, globalement, c'est aussi parce que de base, c'est une œuvre qui était destinée à un public pré-ado, tu vois. Et donc, je sais pas. Enfin, moi, pour moi, c'est un peu ça qui fait le truc, quoi. Mais... Quand t'es jeune, tu vas toujours chercher à aller lire quelque chose qui n'est pas de ton âge. C'est naturel, c'est logique. Que ça soit en film, que ça soit en bouquin ou autre, on va toujours, tu sais, il y a ce côté transgressif de c'est pas censé être pour moi, mais je vais quand même. C'est ce qui fait aussi que le shonen a marché, c'est que ça dénotait avec la franco-belge un peu cucul à praline. Là, il y avait de la baston, il y avait. Mais oui, je suis d'accord. Je pense pas que des très jeunes comprenaient exactement ce qui se passait, mais en même temps, quand t'es très jeune, t'as aussi juste besoin du cool. Souvent, t'as juste besoin que ça soit cool, et des robots, c'est super cool. Hein. Ouais, c'est ça. Akira, c'est pas très cool, quoi. Akira, c'est génial parce que c'est. Akira, c'est cool parce qu'il y a une moto quand même. C'est trop bien. Et il y a la moto, ok, mais c'est quand même globalement un univers, tu vois, un peu dark et tout. Enfin, c'est plus compliqué pour des jeunes, quoi. Mais... Ouais, je pense que Akira, tu te dis plus, non, c'est pour. C'est bizarre, tu vois. Et encore, tu vois, c'est le ton de ces titres-là. Je vais prendre, que ça soit Akira, que ça soit Apple Seed, que ça soit Spriggan, on est d'accord que c'est des récits dont l'ambiance est quand même un minimum lourde. Noir, on parle de fin du monde, on parle d'apocalypse ou autre, mais avec un personnage souvent très lumineux quand même. Et je trouve que ça donne un ton au manga de l'époque qui est très différent en fait de si tu veux faire un. Tu vois, par exemple, je reprends l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, il n'y a rien de lumineux chez les persos. Alors que là, c'est des persos qui ont quand même une espèce de vitalité, un truc un petit peu lumineux d'espoir. Et pour moi, du coup, ça tempère un peu avec le côté dramatique de ce que racontent ces récits, quoi. Alors, dans Akira, autant, effectivement, t'as un garçon, déjà, qui est le héros. Dans Apple Seed, c'est un binôme, et c'est une fille et un robot. Ouais. Du coup, ça change aussi. Qui est pas du tout humanoïde, enfin, qui a vraiment une tête de robot, quoi. Enfin, il a pas du tout une tête humaine, quoi. Et on retrouve, et on est dans un monde quand même un peu plus. Il y a moins de blagues dans Apple Seed et Akira qu'on a dans Spriggan, en revanche. Au niveau de l'ambiance. Non, je trouve que Akira, je trouve vraiment que le personnage principal, il est hyper. Ok, alors c'est aussi un voyou et tout, mais tu vois, il a vraiment ce côté lumineux, limite un peu de Neketsu, de je lâche pas l'affaire, tu vois. Je suis d'accord pour Apple Seed, et encore les interactions entre les deux persos dans Apple elles sont Seed, un peu comiques, elles sont quand même comiques, et ils ont vraiment ce truc d'amener un peu de c'est ça, d'amener un peu de légèreté sur des trucs qui sont. Donc même si tu comprends pas l'univers hyper dark et tu comprends quand même qu'il se passe un truc grave, t'as quand même ce truc, je trouve, qui est un peu jeunesse où toi tu peux quand même comprendre que ça va, c'est cool, tu vois. Mais je pense aussi l'un des autres freins, c'est malgré tout, on l'a un peu évoqué, la dimension graphique. C'est quand même du dessin réaliste, assez détaillé. Tu sais, on dit souvent quand t'es jeune, plus il y a de l'info, plus tu vas perdre, t'as un risque de perdre du public, tu vois. Alors que c'est vrai que Dragon Ball, il y avait une forme d'évidence dans les designs, c'est de la ligne claire quasiment, quoi. Moins il y a de très mieux, c'est ça, et je pense que c'est ça aussi qui a fait l'efficacité de Dragon Ball, c'est l'efficacité de son design. Et en fait, les autres, limite, ils étaient trop bien dessinés pour s'adresser à un public jeune, quoi.
Trigun, c'est donc dispo chez Panini. Appleseed, c'est dispo chez Glénat pour ceux qui réussissent à les trouver. Et qui peut-être seront à nouveau disponibles un jour. Non, mais c'est vrai que Masamune Shirow, il a vrillé, il fait des trucs chelous maintenant sur Internet. Enfin, sur Internet, non, au Japon, quoi. Mais des histoires cheloues, je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, mais c'est chelou, sachez-le. Et si on imaginait un Kamea aujourd'hui, là, dans les titres que vous aimez bien, un peu dans cet esprit-là, vous mettriez quoi dedans? Drôle de question, hein. Bah, je mettrais du Tsutsui, du coup. Tu mettrais un Tsutsui? Je mettrais un petit Tsutsui, un petit thriller. Moi, je mettrais un petit Darwin Incident quand même. Ouais, carrément. Du coup, vraiment des récits de SF, quoi. SF, ouais, un truc qui irait dans la ligne édito de Kamea. Oui, moi je suis allé thriller crime aujourd'hui, quoi. Ouais, peut-être. Voilà, là, le premier qui me vient, c'est Full Night chez Glénat, mais il y a un côté un peu seinen avec une patte graphique assez spéciale, mais ça marcherait. Oui, on peut regarder du côté de chez Glénat. Oui. Est-ce qu'un Vinland Saga? Mais non, c'était trop long pour l'époque. Ils cherchaient des séries aussi un peu plus courtes. Ouais, ça tape pas assez, je pense, Vinland Saga. Oh, bien que si, en plus au début, si ça tape, il y a de la baston très très vite quand même. Ouais, mais c'est pas assez. Ça s'étend trop. Tu vois, ils cherchaient à mon avis des trucs déjà terminés, qui venaient de se terminer, qui étaient encore un peu dans l'air du temps. Bah, si tu voulais un Angel Sanctuary, bah c'est Sunken Rock, en gros. C'est... Et pareil, trop long pour Kamea. Il aurait publié 2 tomes. Là, et il l'aurait arrêté. T'as le côté Fire Punch, ouais, ils auraient probablement publié Fujimoto. Non, c'est marrant d'essayer de s'imaginer comme ça, d'inventer des univers parallèles. Le truc de chez Mangetsu là, Kaiju Defense Force. Je sais pas ce que c'est. C'est marrant parce que tu parlais de militarisation des titres et je l'ai lu il y a pas très longtemps, celui-ci, on est vraiment pile là-dedans, tu vois, ils vont battre des kaiju mais c'est limite à la gloire de l'armée japonaise, genre il a un fusil AK-47 modèle. En gros, c'était un peu le Mad Movies du manga, quoi. Si tu dois faire un peu la ligne édito, c'est du truc de genre un peu. Mais ils sont jamais allés sur le manga d'horreur. Ouais, c'est vrai. Alors que Glénat pourtant a fait du manga d'horreur aussi. C'est marrant qu'ils aient jamais tenté l'horreur, alors que l'horreur en France avait déjà sa place. Mais je pense que comme disait Max tout à l'heure, c'est vraiment Akira qui a été la figure de proue du truc, et du coup ils se sont dit faut faire comme du Akira, c'est-à-dire du dystopique un peu SF. Machin. Ni sabre, ni horreur. Vive la SF. Que des robots. Ça marcherait bien comme ça. Il y a Nemu en magazine de pré-pub dont on a parlé il y a 3-4 émissions, je pense, si vous scrollez un petit peu. Enfin, il y a 4 vrais 5e de couve sans compter le supplément. Comme on était en vacances, comme en plus on était une émission de coupé, je me suis perdu un peu dans les... Et la campagne est toujours en cours Et la campagne est en cours, exactement. Ils ont passé, au moment où on enregistre cette émission, ils ont passé les... ils étaient... Alors j'allais dire, ils avaient passé les 50. Ouais, ils sont à 80 là, je crois. Ah ouais, donc oui, ils ont encore plus... Ils vont finir. Ils vont finir, mais ils ont toujours besoin de vous, bien évidemment. Toujours bien dépasser. Il y a d'autres trucs qui ont l'air de se lancer en ce moment. Je sais pas, je suis pas certain de ce qui se passe, mais j'ai eu des échos bizarres. Sur le manga ? Sur le manga. Je sais pas, j'ai eu des échos bizarres. Peut-être que j'ai totalement mal compris, ou peut-être pas. Il y a le truc du chef Otaku qui a lancé une plateforme de pré-pub. J'ai pas vraiment regardé à quoi ça ressemblait. C'est peut-être de la pré-pub webtoon, j'ai pas regardé non plus, effectivement. Non, j'avoue que j'ai pas regardé. T'as lancé ça au hasard, tu sais, genre. Non, mais c'est que voilà, là il y en a, et c'est vrai que ça m'a étonné que lui fasse ça. Tu vois, se lance dans un truc de pré-pub manga qu'il le tente à l'heure actuelle, on va dire, et qu'il le tente pas avec un éditeur, vu qu'il est déjà édité, tu vois, chez Dupuis. Mais non, mais c'est parce que ça m'a fait penser à ça, je l'ai vu passer. Et du coup, si Glénat refaisait un magazine type Kamea, comment il l'appellerait? Parce que du coup, il faudrait qu'il trouve une expression d'un manga plus récent. Il l'appellerait Gum Gum. Gear, le truc hors sujet, quoi. C'est Gum Gum et que des trucs hardcore dedans. Des trucs de mafia. En même temps, c'est ça Kamea. Ils ont pris le Kamea. Il y a tout sauf Dragon Ball. Et du coup, ça serait pas Sushiman, mais Ramenman, le nouveau héros, parce que c'est devenu à la mode les ramen maintenant. Bien plus que les mais il sushis. l'appellerait pas Man, parce que tu vois, ça fait bizarre. Il faudrait l'appeler Ramen-san ou un truc comme ça. Ah ouais, t'as raison. Ou il l'appellerait Aurel-san. Non, ça n'aurait pas de sens. Merci d'avoir écouté cette émission. Les Kamea se retrouvent dans tous les bons cash converteurs, dans toutes les bonnes brocantes de France. Les éditions doubles, ça se retrouve. Ils ont peut-être, je sais pas s'ils en ont imprimé beaucoup, mais.
Bon, ça, franchement, si, parce que ça se trouve encore pas mal en fait. Bon, après, c'est vraiment pour l'intérêt pour la déconne. Archiviste, quoi. Parce exactement. C'est quand même une époque, même la maquette et tout, c'est quand même. C'est daté. C'était compliqué. Ah, mais c'est très cool de se replonger là-dedans. Le premier Animeland et tout à l'époque, c'était compliqué. C'est marrant, franchement, c'est cool parce que tu vois, sur le site BDGest, tu peux retrouver toutes les couves des numéros et certains éditos et tout. Et je trouve qu'il y a un petit plaisir de se replonger dans cette époque, de voir. Ah oui, carrément. Tu vois les pubs qu'il y avait à l'époque, il y a des pubs Final Fantasy VII et tout, et tu vois les accroches, tu te dis putain, c'était une autre manière de faire de la pub, et c'est très 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 marrant. Dans le Akira version magazine numéro 1, t'avais une sponsor Europe 1. Donc déjà, imaginez Europe aujourd'hui... 2, non, c'était Europe 2. C'était Europe 2 ? Ouais, c'était Europe 2, je crois. Bref, imaginez quand même une boîte de Bolloré qui sponsorise... Ouais, j'avoue que j'avais commencé à l'imaginer avec Pascal Pro en tête. Il y avait Libé aussi, non ? Et t'avais une pub pour le jeu vidéo Tintin, je crois. Ouh, celui sur Super Nintendo. Ah oui, et ce qui est trop marrant... T'es hardcore, celui-là. Ou Atari ST. Hein. Sur les numéros de Kamea, ce qui est génial, c'est t'en as certains, la pub, c'est genre pour un obscur festival à Grenoble, parce que du coup, le siège social de Glénat est à Grenoble. Et tu te dis, ah oui, là, c'est vraiment de la combine avec un mec du coin et tout, c'est assez marrant. Merci d'avoir écouté cette émission et d'être replongé dans les années 90 avec nous. Maintenant, on repart en 2024 et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, salut. Salut.